Sentez-vous bien ou guérir grâce aux bienfaits de la nature. Tous les samedis, entre 9h et 10h, communiez avec les spécialistes des soins par les plantes, les aliments et la nature. La nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle possède le secret du bonheur et nul n'a su le lui ravir. Restez connectés sur ABK Radio 89.9 FM pour mieux vous approprier les secrets de la nature. Avec Sentez-vous bien, la nature se dévoile. Sentez-vous bien, une production de Révi sur ABK Radio. Le plaisir est le nôtre, très chers auditeurs, de vous retrouver ce jour dans le cadre de cette nouvelle production de Sentez-vous bien sur ABK Radio. Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue dans ce programme. Cette production du jour fait un clin d'œil au cancer. Oui, nous sommes en plein dans le mois d'octobre et vous le savez, très chers auditeurs, c'est Octobre Rose pour lutter contre les cancers, mais surtout le cancer du sein. On va aborder cette question ce jour. Nous allons parler du cancer, des cancers du col de l'utérus et du cancer du sein. Des spécialistes, bien évidemment, pour aborder cette question. Je vous prie de vous installer confortablement. Nous allons aborder dans ses plus brefs détails ces cancers-là. Comme toujours, Dr Eric Hervé Sacfan sera des nôtres, il est en chemin. Nous allons également recevoir Dr Collins Difo, il est gynécologue obstétricien et c'est avec lui plus précisément que nous allons aborder cette question des cancers. Docteur, je vous souhaite la bienvenue chez nous à ABK Radio. Bonjour. Bonjour Madame Suzanne Lipen. Tout le plaisir pour moi d'être de votre ce matin. J'espère que nous allons, au cours des minutes qui suivent, éditer nos téléspectateurs ou nos auditeurs de temps pour moi sur un sujet qui fait des ravages dans notre société, à savoir le cancer du sein et du col, qui sont des tueurs très silencieux. Voilà, vous l'avez compris, très chers auditeurs, nous allons entrer dès maintenant dans le vif du sujet. Bonjour encore, si jamais vous venez de mettre en marche votre poste récepteur, très chers auditeurs, vous êtes sur ABK Radio. L'émission en cours, c'est Sentez-vous bien, une production de Révi. Leurs œuvres nous parlent. Nous parlons des cancers ce jour, cancer du col de l'utérus et cancer du sein. Qui mieux que Dr Collins Difo, gynécologue obstétricien, pour nous édifier sur la question. Docteur, avant d'entrer justement en ce qui concerne ces cancers-là, nous sommes curieux de savoir qui se cache derrière ce nom. Quel est votre parcours en termes formation, voilà, avant d'entrer justement dans la connaissance des cancers en eux-mêmes. Merci. Donc, je suis le docteur Collins Difo.
médecin, gynécologue obstétricien, exerçant à l'hôpital du district de Japoma et dans d'autres structures de la place. Je suis médecin depuis 2009, donc ça fait quand même quelques années, et spécialiste depuis peu, donc environ 1 an et demi. Et comme tout jeune Camerounais, je me suis lancé dans la formation médicale avec pour objectif d'essayer d'apporter une touche particulière, à savoir mettre un point sur la sensibilisation, parce que nous sommes plus dans nos pratiques de tous les jours dans la riposte. Pourtant, en réalité, beaucoup de pathologies auxquelles nous faisons face tous les jours peuvent être prévenues de la façon la plus simple, sans demander des moyens financiers. Et je pense que tout à l'heure, quand nous allons aborder le cancer du sein, on va parler par exemple de l'autopalpation du sein, qui en réalité est une pratique qui devrait être faite de façon mensuelle par toutes les femmes et qui ne demande aucun moyen financier. Donc, je suis devenu médecin parce que je m'étais dit qu'il faudrait que les choses se fassent un peu différemment. C'est vrai, on s'est dit, si les gens ne sont pas malades, qu'est-ce que le médecin va manger? Oui. Mais si les gens ne sont pas malades, les gens viendront à l'hôpital pour la prévention. On n'est pas toujours obligé d'attendre que les gens tombent malades pour se mettre à courir. Donc, on peut faire différemment et je pense que c'est dans ce sens que l'hôpital des districts de Japoma, sous l'impulsion du directeur Dr Obam, a organisé au sein de l'hôpital une campagne de santé ou appelée Journée Porte Ouverte qui va se dérouler du 28, d'autant pour moi, 28 octobre au 2 novembre à l'hôpital du district de Japoma, où on aura tous les spécialistes possibles, c'est-à-dire gynécologues obstétriciens, cardiologues, ophtalmologues, néphrologues, pédiatres, où toutes ces consultations seront faites gratuitement dans le but de dépister un certain nombre de pathologies et d'anticiper, notamment pour qu'on ne retrouve pas des patients ou des patientes à un stade avancé des pathologies qu'on aurait pu prévenir. Je pense que c'est ce qui explique notre présence ici, pour sensibiliser la population sur cet événement majeur que nous organisons, comme je le disais, à l'hôpital du district de Japoma, du 28 octobre au 2 novembre, pour que les gens puissent venir massivement participer à ce dépistage. On parle bien de dépistage parce qu'en fait, ça sera comme une forme de tri, parce qu'il faut faire la différence entre le dépistage et le diagnostic. Le dépistage, c'est de recenser des gens qui ont des signes avant-coureurs d'une pathologie, c'est-à-dire qui ne font pas encore la maladie ou qui ont des signes annonciateurs. Donc, on fait un tri entre les personnes qui peuvent faire la maladie ou qui sont déjà en train de faire la maladie. Et maintenant, après le dépistage, il y a ce qu'on va appeler le diagnostic, qui est la phase où on pose le diagnostic de certitude, c'est-à-dire exactement. Donc, ce qu'on fera entre le 28 octobre et le 2 novembre, c'est une forme de tri de toutes les populations qui vont venir vers nous pour voir qui sont à risque de faire, par exemple, une hypertension artérielle, un diabète, un cancer du col, un cancer du sein. Ceux qui seront positifs aux tests de dépistage, on va les orienter vers les tests de confirmation et ils vont être pris en charge. Et ceux qui seront négatifs, on va leur donner une périodicité de dépistage pour qu'en fait, ils ne reviennent pas nous voir déjà au stade de maladie. D'accord. Parce que la difficulté qu'on a, les cancers, ils se soignent. Mais pour qu'ils se soignent, il faut qu'ils soient dépistés plus tôt. D'accord. Voilà. Alors, docteur, dites-nous, lorsqu'on entend parler de cancer de manière concrète, qu'est-ce que c'est? Avant d'avoir des spécificités ou alors des types de cancer, de manière générale, qu'est-ce que c'est qu'un cancer? Donc, on va définir le cancer comme étant une prolifération anarchique des cellules. Vous savez, comme le désordre urbain, c'est-à-dire que je veux transposer ça à notre société. Les cellules dans l'organisme ont chacune un espace qui leur est réservé. Alors, pour des raisons parfois inconnues, ou dues à un certain nombre de germes, ou dues aux oxydants, ou dues à l'environnement dans lequel on vit, les cellules perdent donc cette harmonie qui fait que chacun doit rester à leur place. Et un certain nombre de cellules d'un organe spécifique se met à se développer de façon désordonnée, sans plus respecter
le voisin. Un peu comme le désordre est bon, chacun s'installe comme il veut. Oui. Donc, on va dire que le cancer, c'est un peu ça. Pour une raison ou une autre, les cellules d'un organe spécifique se mettent à se développer de façon anarchique. À l'endroit où il ne fallait pas. Justement. Initialement, elles vont d'abord se développer à l'organe. C'est-à-dire que si on va prendre le cancer du sein, par exemple, pour une raison ou une autre, soit la glande mammaire en elle-même, qui est cette boule que chaque femme ressent dans son sein, ou bien les canaux galactophores, dont le rôle est de transporter le lait, l'un de ces deux organes, pour une raison ou une autre, va se mettre à se multiplier de façon anarchique. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, ça va rester de façon locale, c'est-à-dire que ce n'est que le sein qui sera touché. Si rien n'est fait, derrière le sein, on a les muscles. Les muscles seront touchés. Derrière ces muscles, on a les poumons. Les poumons seront touchés. Après, ça sera les os. Après, ça sera le foie. Après. Donc, c'est dans ce cas de figure-là qu'on va parler de dissémination, de localisation secondaire d'un cancer. D'accord. Donc, l'objectif de notre campagne, c'est justement d'éviter qu'on arrive à un stade où les gens viennent nous voir quand on ne peut plus faire grand-chose. Parce qu'en réalité, 80% de ces cancers-là sont curables et ont guéri quand le diagnostic est posé très tôt. Attends, voilà. Alors, dites-nous la différence ou alors les manifestations d'un cancer de sein et celui d'un cancer du col de l'utérus. Est-ce que les manifestations sont similaires? Sinon, donnez-nous quelques-unes de leurs spécificités pour chacun des cas. Il est important déjà de savoir que 18,5% de femmes camerounaises vont faire un cancer du sein. Vont faire un cancer du sein. Ça, automatiquement? Oui, ça sont les derniers chiffres de 2023 d'une enquête de santé faite au Cameroun où 18,5% des femmes camerounaises font un cancer du sein. C'est sur la base de quoi? Quels sont les éléments, docteur, qui justement permettent d'arriver à ces résultats-là? Ce sont des enquêtes épidémiologiques, c'est-à-dire que on va prendre une proportion de femmes, c'est-à-dire on va prendre peut-être 1000 femmes. Et on va voir sur les 1000 femmes vivant dans une région précise ou dans chaque région du pays, combien de femmes d'une certaine tranche d'âge ont développé un cancer du sein, et on va extrapoler à la population générale. Ça permet d'avoir une idée de l'ampleur du phénomène. D'accord. Parce que là, quand on dit 18,5%, c'est environ une femme sur 5. D'accord. Voilà. Et là, c'est dû à quoi? À l'alimentation, à l'environnement, au mode de vie? À quoi est-ce que cela se rapporte? Avant d'entrer maintenant dans les manifestations, comme nous avons demandé tout à l'heure. Donc, en ce qui concerne le cancer du sein, on a 18,5%. En ce qui concerne le cancer du col de l'utérus, on a 11,9%. Maintenant, en ce qui concerne le cancer du sein, parmi les facteurs favorisants, il y a déjà la composante génétique, c'est-à-dire que le simple fait d'être une femme noire vous expose à faire un cancer du sein. Pourquoi on ne saura jamais? C'est-à-dire que le génotype noir est un facteur favorisant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a le port des vêtements, c'est-à-dire que le port des vêtements serrés, notamment les soutiens-gorge rembourrés et tout ça, ça favorise parce que ça crée une chaleur locale. C'est pour ça qu'il est parfois déconseillé ou conseillé de dormir sans soutien-gorge ou de ne porter que quand c'est vraiment nécessaire. Nos pratiques quotidiennes, comme le fait que les mamans massent les seins de nos jeunes sœurs quand elles sont tout petites, quand elles ont comme impression qu'ils ont poussé un peu plus tôt, ça fait partie des facteurs favorisants. Le manque d'activité de la glande mammaire, c'est-à-dire quand on parle de manque d'activité ici, on fait recours aux femmes qui n'ont pas allaité. Parce qu'il y a quand même des études qui ont montré que l'allaitement maternel est un facteur qui aide dans la prévention des cancers du sein. Il y a l'alimentation qui de nos jours est un peu fait à base d'engrais où on a beaucoup de radicaux libres. Il y a l'air, la pollution de l'environnement qui sont des facteurs non négligeables dans la survenue des cancers du sein. En ce qui concerne les cancers du col de l'utérus, il est important de noter qu'à ce niveau, on a un agent pathogène qui est un virus qu'on va appeler Human Papillomavirus, qui malheureusement est transmis par voie sexuelle. D'accord. Par les hommes essentiellement, parce que eux, ils seront des porteurs, ils ne font pas la maladie. Mais ils vont le transmettre à la femme qui plus tard vont développer un cancer du col de l'utérus.
C'est pour ça qu'en ce qui concerne le cancer du col de l'utérus, il y a un vaccin D'accord. qu'on peut trouver dans des pharmacies. Et puis, il est préférable d'administrer ça aux jeunes filles entre 9 et 14 ans, du moins avant l'activité sexuelle. Je pense que le gouvernement camerounais avait organisé une campagne dans ce sens-là. Donc, je pense de façon ramassée, ça c'est ce qu'on pouvait dire sur les facteurs favorisants. Maintenant, de façon clinique, comment est-ce qu'on va savoir qu'on a un cancer ou bien qu'est-ce qui peut nous faire suspecter la présence d'un cancer? D'un cancer, oui. Au niveau des seins, à l'inspection, chaque femme déjà, je pense qu'elle se regarde souvent dans le miroir. Plus tard, dans la prévention, on va parler de l'autopalpation et on va revenir là-dessus. Si vous regardez dans le miroir tout le temps, à un moment donné, vous allez vous rendre compte peut-être que vos mamelons ont été déviés. Ils ne regardent plus dans la position à laquelle ils regardaient. Ça peut être un signe d'alerte. Vous pouvez remarquer ce qu'on appelle une peau d'orange. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que sur votre sein, il y a une partie de la peau qui n'est plus comme elle était avant. Donc, on parle d'aspect de peau orange. Ça, il faut consulter. Vous pouvez remarquer la survenue d'un bouton sur le sein que vous allez percer parce que vous vous dites que c'est un bouton banal, mais vous vous rendez compte que ça n'arrive pas à cicatriser comme les autres boutons. Pour ça, il faut consulter. Vous pouvez remarquer la présence d'une boule dans le sein. Ça, il faut consulter. Vous pouvez ressentir des douleurs où vous avez comme l'impression que vos seins prennent du volume de façon anarchique ou même un écoulement au niveau du mamelon. Ça, il faut consulter. Vous pouvez regarder, vous pouvez aussi ressentir une masse dans les selles. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les seins surnuméraires, c'est-à-dire que vous pouvez ressentir qu'il y a une masse anormale dans votre aisselle qui n'était pas là avant. Ça aussi, voilà les signes d'alerte. Et il est important de savoir quand même que 2% des hommes vont faire un cancer du sein. Des hommes aussi? Oui, 2% des hommes au cours de leur vie, malheureusement, font un cancer du sein. Donc, les notions qu'on évoque sont aussi valables pour la femme que pour l'homme. Pour les hommes, ok. Maintenant, ce qui va concerner les manifestations cliniques du cancer du col de l'utérus, l'un des signes avant-coureurs, c'est les saignements après les rapports sexuels. C'est-à-dire qu'une femme qui n'avait pas de soucis va se rendre compte qu'après chaque rapport sexuel ou bien après certains rapports sexuels avec son mari ou son conjoint, elle va présenter des saignements. Ça, c'est l'un des signes cliniques qu'on a le plus souvent. On peut avoir d'autres signes comme des douleurs au bas-ventre, ce qu'on va appeler douleurs pelviennes. On peut avoir des troubles du cycle. On peut avoir un écoulement de liquide, c'est-à-dire qu'elle va vous dire qu'il y a quelque chose qui coule du vagin tout le temps. Donc voilà. De manière permanente. Oui, de manière permanente. Ça peut être juste de l'eau ou ça peut être un liquide nauséabond mélangé avec du sang, comme ça peut être qu'en dehors de ses règles, de temps en temps, de façon spontanée, elle va se rendre compte qu'elle saigne. Est-ce que ça peut être douloureux aussi, docteur? Oui. Dans le tableau, dans les manifestations cliniques, je pense qu'on l'a évoqué, il y a ce qu'on va appeler les pelvialgies. Elle peut avoir comme impression qu'elle a le bas-ventre qui lui fait mal tout le temps, ou bien même une sensation de chaleur. Oui, voilà les différents signes qu'on peut retrouver ou qui peuvent être annonciateurs d'une anomalie, notamment d'un cancer du sein ou d'un cancer du col de l'utérus. Alors, lorsqu'on a ces symptômes, est-ce qu'ils peuvent se manifester rapidement ou alors ça peut durer sur le temps avant que la maladie ne devienne vraiment grave? En ce qui concerne le cancer du sein, malheureusement, quand on a les manifestations cliniques, généralement, il est tard. Ah, d'accord. C'est-à-dire que quand la patiente va venir nous voir parce qu'elle a une blessure au niveau du sein qui n'arrive pas à cicatriser, ou bien qu'elle a du sang qui coule quand elle fait une pression sur son mamelon, généralement, il est tard. Le cancer, il est déjà disséminé. Contrairement au cancer du col qui, lui, prend du temps dans l'évolution. C'est-à-dire qu'une femme qui va avoir des saignements après les rapports sexuels ou bien des douleurs pelviennes, dans la plupart des cas, on va se rendre compte que le cancer est encore localisé soit au niveau du col, soit au niveau de l'utérus, sans avoir atteint les autres voisins. Parce qu'il faut savoir que chez la femme, on a l'utérus qui est au milieu, on a la vessie qui est en avant et on a le rectum qui est en arrière. Donc en principe, si vous avez un cancer du col, dans sa dissémination ou dans son évolution,
il va attaquer la vessie en avant et il va attaquer le rectum en arrière avant de progresser vers les autres organes comme le foie, les poumons. Et comme c'est un cancer ostéophile, c'est-à-dire qui aime les os. D'accord. Donc, de façon clinique ou de façon globale, généralement, en ce qui concerne le cancer du sein, lui, quand les manifestations cliniques apparaissent, il est tard. C'est pour ça que tout à l'heure, on va mettre un emphase sur l'autopalpation du sein, qui est une pratique simple, qui devait être faite de façon régulière, comme une routine mensuelle pour toutes les femmes, notamment après leurs règles, parce que c'est une pratique qui va permettre de déceler des anomalies même à un stade infraclinique, c'est-à-dire que de façon très, 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 très prématurée. Voilà. Alors, docteur, dites-nous, le cancer du sein ou le cancer du col de l'utérus, il peut être manifeste chez la jeune fille ou alors chez la femme, celle-là dont le corps est déjà développé normalement. Dites-nous un peu comment est-ce que ça se passe. Si on regarde de façon sur le plan épidémiologique, on va se rendre compte dans la littérature que le cancer du sein vont apparaître notamment après 30 ans. Après 30 ans? Oui. Mais il y a quand même des exceptions où on a vu des jeunes filles de 18-20 ans, malheureusement, développer un cancer du sein. Donc, qui était déjà pubère. Oui. Puisqu'il faut le sein pour qu'il fasse un cancer. D'accord. Donc, chez une femme qui n'a pas de sein, logiquement, on ne va pas avoir de cancer. De cancer, d'accord. Donc, de façon générale, dans la littérature, on va dire de commencer à faire, par exemple, une mammographie tous les 3 ans ou tous les 2 ans en fonction de ce qu'on va trouver après 30 ans. Mais l'autopalpation des seins doit commencer dès qu'on a les seins. D'accord. Voilà. Et maintenant, en ce qui concerne les cancers du col de l'utérus, ça aussi, je pense que quand on parlait de l'épidémiologie tout à l'heure, dans les facteurs favorisants, on a dit qu'il y avait le human papillomavirus. Il prend environ, entre le moment où il est déposé et le moment où il se mute pour faire la maladie, 15 à 20 ans. Donc, si on voit que la femme va avoir une activité sexuelle à partir de 20 ans, vous voyez que s'il faut attendre 10-15 ans pour que le dans virus... les 35, voilà, 40 ans donc les cancers vont apparaître autour de 35 ans. Donc, c'est notamment à cet âge-là qu'on conseille à chaque femme de faire toujours un frottis cervico-vaginal pour rechercher des lésions cancéreuses. Mais dans le but du dépistage, toutes les femmes en activité sexuelle peuvent faire un frottis cervico-vaginal. Et là, il s'agit du cancer du col de l'utérus. Oui. D'accord. Alors, docteur, dites-nous maintenant de manière spécifique, parlons du cancer du sang, par exemple, lorsqu'on est à la maison, quelles sont les attitudes à avoir pour justement prévenir le cancer du col de l'utérus? Et parmi ces attitudes qui ne coûtent rien, vous avez parlé à plusieurs reprises de la palpation, de l'autopalpation. Voilà. Donnez-nous plus de détails, docteur Collins Difo. En ce qui concerne la prévention des cancers, il y a ce qu'on va appeler la prévention primaire. Prévention primaire. Dans la prévention primaire, c'est les habitudes de tous les jours. Tout à l'heure, on a évoqué le mode vestimentaire. On va rentrer même avant d'arriver sur le mode vestimentaire, nos habitudes coutumières, c'est-à-dire il faut déjà que nos mamans arrêtent avec cette pratique de masser le sein de la jeune fille avec les pierres chaudes pour éviter que ça pousse. Parce que ça, c'est un facteur qui va lui faire plus tard, 20 ans après, développer un cancer du sein pour une pratique qui n'avait pas vraiment sa place. Donc, déjà, il faut qu'on abandonne cette pratique, celle de masser les seins ou de faire porter des gaines aux jeunes filles parce qu'on veut éviter que les seins poussent, parce que ça, ce sont des choses qui vont favoriser le développement du cancer du sein. Maintenant, pour celles qui ont déjà les seins, évitez de porter des soutiens-gorge trop serrés et de les porter tout le temps. D'accord. Généralement, il est conseillé de n'en porter que quand vous sortez du cheveu. Si vous êtes à la maison, vous pouvez rester comme ça. C'est vrai que les femmes ont souvent tendance à dire qu'en n'est pas portant, comme on appelle soutien, ça soutient. Quand on n'est pas portant, les seins vont tomber. Mais j'ai souvent l'habitude de dire à mes patients, quoi que vous fassiez, ils finiront pas tomber. Donc, dans la prévention primaire, il y a ces habitudes-là. Il ne faut plus masser les seins des enfants. Il ne faut pas porter les gaines. Il ne faut pas porter des soutiens-gorge trop serrés. Il ne faut pas porter les soutiens-gorge tout le temps. D'accord. Maintenant, l'un des éléments
dans la prévention primaire toujours, c'est l'autopalpation des seins. Comment se fait l'autopalpation des seins? La première étape de l'autopalpation des seins, c'est de visualiser ses seins devant le miroir. C'est-à-dire que vous vous mettez debout, sans votre t-shirt, sans votre soutien, devant le miroir et vous regardez vos seins. Un grand miroir. Oui, qui peut montrer vos deux seins. Oui. Qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez la direction de vos tétons. C'est-à-dire que les mamelons chez une femme ont une direction et ils regardent dans cette direction-là toute la vie. Le jour où il y a une anomalie, vous allez vous rendre compte que vos mamelons n'avaient pas cette position-là. Donc ça, c'est la première chose que vous regardez à l'inspection. La deuxième chose, vous regardez s'il n'y a pas un sein qui est devenu bizarrement plus gros que l'autre. Parce que ça aussi, ça peut arriver. Vous regardez aussi s'il n'y a pas un changement de coloration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la couleur à une partie de votre sein qui était tout noir, une partie devient subitement un peu rougeâtre et tout ça, ce qu'on a appelé la peau d'orange. Vous regardez s'il n'y a pas une blessure qui est apparue. Donc ça, c'est à l'inspection. Maintenant, quand vous avez fini d'inspecter, vous vous couchez sur le dos. OK. Ce qu'on va appeler le décubitus dorsal complet. Couché sur le dos. Pour palper le sein gauche, vous utilisez la main droite. OK. Maintenant, quand vous êtes couché, si vous voulez palper le sein gauche, la main gauche est sous votre tête et votre main droite divise votre sein en 4 cadrans. OK. Alors là, je vais essayer de... Je suis comme ça. Oui. Et là, c'est ma main oui, gauche qui va toucher, qui va palper le sein droit. Voilà. Oui. Et ma main droite est restée posée sous la nuque. Et là, je suis couché sur le dos. Parce qu'à cette position, les muscles sont relâchés. Oui. Ça fait que la palpation, vous pouvez sentir, même si c'est un grain de sable, dans le sein, vous pouvez le ressentir. Vous palpez le sein dans chaque cadran et à la fin, vous appuyez sur le mamelon pour voir si un liquide ne sort pas. Quand vous avez fini de palper le sein, vous palpez l'aisselle de ce côté-là. Parce que tout à l'heure, on a dit que les lésions peuvent être au niveau de l'aisselle. Maintenant, quand vous avez fini avec le sein gauche qui a été palpé par la main droite, pour palper le sein droit, vous mettez votre main gauche sous la nuque, vous mettez votre main droite sous la nuque et vous palpez votre sein droit avec la main gauche. C'est comme ça que vous allez pratiquer l'autopalpation des seins. Le meilleur moment de pratiquer l'autopalpation des seins, c'est à la fin des règles. À la fin des règles. Parce qu'à ce moment donné, à la fin des règles, le pic hormonal est nul. C'est-à-dire que toutes les hormones sont basses et c'est à ce moment qu'elles vont commencer à croître. Donc le sein est plus malléable. D'accord. Il n'y a pas de tension mammaire, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien. C'est le meilleur moment pour examiner, pour faire l'autopalpation. Et quand vous parlez de tension mammaire, docteur, la plupart du temps, en tout cas pour mon cas par exemple, lorsque cette période arrive, il y a souvent le gonflement des seins. À la fin des règles, est-ce que ces seins, ils ont déjà baissé en volume? Parce que si c'est que une femme vient à pratiquer l'autopalpation et que peut-être à cette période-là, ses seins sont encore enflés, est-ce que ça peut alarmer? Oui, c'est-à-dire que si vous pratiquez l'autopalpation au mauvais moment, vous pouvez avoir une mauvaise impression. D'accord. Déjà qu'avec la tension mammaire, le sein étant tendu, vous ne pouvez pas bien l'aplatir. Et parfois, la tension mammaire est accompagnée de douleur. Du coup, l'autopalpation, s'il est douloureux, vous ne pouvez pas la pratiquer de façon efficace. C'est pour ça qu'il est préférable d'attendre la fin des règles quand tous ces signes et symptômes-là sont atténués et qu'on est au stade 0 pour pratiquer l'autopalpation. D'accord. Donc ça, c'était la prévention primaire. La prévention secondaire, ça va dans le dépistage. Et c'est là, oui. Et là, c'est en clinique, là, dans les hôpitaux. Oui, c'est à l'hôpital, comme ce que nous allons organiser à l'hôpital de Cycle de Japoma du 28 octobre au 2 novembre. C'est la prévention secondaire, c'est-à-dire que on va examiner, vous confiez à un spécialiste de la santé. Maintenant, quand on va finir d'examiner, toutes celles qui auront des lésions suspectes, on va faire l'échomammographie, c'est-à-dire que une échographie couplée à une radiographie pour classifier toutes les lésions suspectes qu'on aura trouvées. Celles qui seront des tumeurs, parce que on va parler de cancer, mais généralement, on utilise plus le terme de tumeurs bénignes et de tumeurs malignes. C'est-à-dire que
les lésions qui sont les mauvais cancers et les bons cancers, en fait. Donc, quand au cours de notre campagne, on fera ce qu'on appelle la prévention secondaire. Donc, après les examens des patients, on va les classifier. Quelles sont celles à qui on va demander de revenir dans 2 ans ou dans 1 an lors de la prochaine campagne? Quelles sont celles à qui on va demander de faire une échomammographie? Quelles sont celles à qui on va demander de faire des examens plus poussés? Ça, c'est dans la prévention secondaire. Et enfin, il y a la prévention tertiaire qui n'est pas encore très répandue chez nous. Peut-être elle est encore inexistante. Je pense que vous connaissez la star Angelina Jolie. Oui. Oui, si vous rentrez dans sa biographie, vous allez vous rendre compte qu'elle s'est fait couper les 2 seins. Simplement parce que de nos jours, on peut faire des examens pour savoir quelle est la probabilité qu'on a de développer un cancer du sein. C'est-à-dire que vous, si vous êtes dans un pays développé, vous pouvez rechercher les marqueurs tumoraux qui vous disent que la probabilité que vous fassiez un cancer du sein dans 10 ans est forte ou elle est faible. Donc chez elle, je crois c'était autour de 25% et elle a décidé de pratiquer ce qu'on appelle une mastectomie bilatérale. Donc elle enlève tous ses 2 seins et puis elle se fait refaire des seins. Ça, c'est la prévention tertiaire qui n'est pas encore implémentée ici chez nous. Donc chez nous, on se limite encore à la prévention primaire qui est ce qu'on a dit, n'est pas masser les seins, n'est pas porter des soutiens serrés, oui. N'est pas porter les soutiens gaines tout et le tout ça. Les gaines et tout ça, pratiquer l'autopalpation. Et puis la prévention secondaire qui est essentiellement hospitalière avec la réalisation d'une échomammographie en cas de nécessité. Voilà, merci docteur. Nous vous revenons dans quelques instants. Le temps de vous permettre de respirer un tout petit peu. Très chers auditeurs, si vous venez de prendre en marche cette production d'ABK Radio, nous sommes dans Sentez-vous bien. Voilà, c'est une nouvelle production. Nous vous revenons dans quelques instants. Sentez-vous bien ou guérir grâce aux bienfaits de la nature. Tous les samedis, entre 9h et 10h, communiez avec les spécialistes des soins par les plantes, les aliments et la nature. La nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle possède le secret du bonheur et nul n'a su le lui ravir. Restez connectés sur ABK Radio 89.9 FM pour mieux vous approprier les secrets de la nature. Avec Sentez-vous bien, la nature se dévoile. Nous parlons ce jour des cancers du col de l'utérus et du sein. Pour ceux qui nous ont pris dès le début de cette production, nous avons abordé spécifiquement déjà ce que c'était qu'un cancer et ainsi que les spécificités en ce qui concerne le cancer du col de l'utérus et celui du sein. Et pour nous accompagner dans cette tâche, c'est Dr Collins Difo qui est gynécologue obstétricien, c'est lui notre invité du jour. À côté de lui, Dr Eric Hervé Sarfan, nutrithérapeute, nous a rejoint. Docteur, nous vous disons bonjour et bienvenue dans cette production de Sentez-vous bien. Bonjour Susan et bonjour aux auditeurs de ABK Radio. Nous parlons des cancers du col de l'utérus et du cancer du sein en ce mois d'octobre, octobre rose. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce que ce mois porte comme symbole en matière de nutrition et surtout en matière santé, tant chez l'homme que chez la femme, beaucoup plus chez la femme, parce qu'avec Dr Zifo tout à l'heure, nous l'avons compris que les hommes également, même si le taux de pourcentage dans la tête est bas, les hommes peuvent être touchés par le cancer du sein. Alors docteur, dites-nous, le mois d'octobre, en cette période-ci, qu'est-ce qu'il symbolise vraiment en matière santé? Là, je veux parler comme les femmes que je reçois au Gabon. La couleur rose signifie l'amour. Et ici, quand on parle d'octobre rose, ici, c'est redonner aux femmes l'amour qu'elles semblent avoir perdu
lorsqu'elles découvrent qu'elles ont un cancer. Mhm. J'ai écouté avec beaucoup d'attention la brillante intervention de Dr Ndifo alors que j'étais dans la voiture, dans le véhicule. Je voudrais dire également que le cancer, je vais beaucoup m'attarder sur la prévention. Oui. Il a cité les 3 stades de prévention sur le plan clinique. Je vais regarder ici la prévention surtout sur des habitudes alimentaires et d'autres habitudes. J'ai beaucoup aimé quand il parlait de la qualité des seins, des soutiens que les femmes ont. On ne sait pas bien souvent ce que ça représente. On rappelle que dans ces soutiens, il y a des barres de fer, des petites fers en dessous. Exactement. Lorsque vous avez mis longtemps, effectivement, ces fers ont un impact sur le développement du cancer. Mais ça, c'est les causes externes. La cause externe peut encore être gérée. Mais les causes internes, généralement, c'est bien compliqué de les gérer. Surtout quand on ne connaît pas ce qui implique cela. Comment a-t-on fait pour arriver à un cancer? Est-ce que le cancer, c'est un problème de malchance? Non, pas du tout. C'est pas la malchance. Docteur Ndifo, par exemple, nous a dit parmi les causes, il y a le facteur génétique chez les Noirs. La femme noire, automatiquement, elle est à beaucoup de pourcents appelée à faire un cancer. Oui. Ou alors un cancer du sein. Il y a un facteur génétique, mais ça représente combien de pourcents? À peine 5 à 10%. Encore que j'ai l'habitude de dire aujourd'hui que la science a tellement évolué au point où même les gènes, les chromosomes de l'homme peuvent être modifiés, améliorés grâce à nos habitudes. Je rappelle que le cancer aussi, le cancer est une erreur de copie de cellules. Erreur de copie. Qu'est-ce qui peut amener le corps à multiplier les erreurs? Certainement nos habitudes qui sont faites de la mauvaise des façons. Je vais m'attarder sur les habitudes alimentaires. Oui. Il y a tellement d'aliments aujourd'hui qui sont prouvés sur le plan clinique qui ont un impact direct, je dis bien direct avec le cancer, mais dont les hommes prennent très peu d'attention à cela. Or, notre manière de manger presque... j'ai dit toujours que lorsque je regarde comment les hommes mangent dans la ville, je frémis. Parce qu'ils ont dans le plat plus un poison qu'un aliment. Les aliments très riches en graisses saturées sont des causes de cancer. Très riches en graisses saturées. Les fritures, c'est terrible ce que les fritures peuvent causer chez la femme. Mais pourtant, s'il y a entre l'homme et la femme, sans faire une comparaison qui n'a vraiment pas sa place, mais toutefois, j'attire quand même l'attention là-dessus, la femme aime bien ce qui est frit. Les goûters et tout le reste, c'est plus des fritures. Ça fait joli. Pourtant, ça fait léger. Pourtant, elle a un corps qui est rempli d'hormones. Les hormones changent tout le temps. Et quand ces aliments sont des facteurs de multiplication et de troubles hormonaux, on devrait prêter attention à ça. Oui, on doit avoir de la compassion pour les femmes qui souffrent. On doit redonner de la vie et de l'amour à celles qui ont perdu le sommeil et qui sont pleinement dans la tristesse à cause du cancer. Mais surtout, il faut le dire à ces femmes-là que Octobre n'est pas que le mois où on vous rappelle que vous êtes la source de l'amour, mais c'est aussi le mois où on vous rappelle que vous êtes la source de la santé. Vous êtes la source de la santé. Tout à fait. La femme est la source de la santé dans une maison. C'est la femme qui nourrit la maison, c'est la femme qui nourrit la nation. Il faudrait qu'on leur rappelle quel est leur rôle principal. Et si le rôle est rappelé et est pris à cœur par les femmes, elles vont modifier la tendance de l'accélération de ce cancer sans même parfois être obligées à arriver dans les cabinets des médecins. D'accord. Le médecin, certes, a pour rôle de redonner le sourire à celui qui l'a perdu, mais il a aussi pour rôle, dans mon cas, c'est d'empêcher les patients à perdre le sourire. Et justement, dans ce cadre d'empêcher aux personnes de perdre ce sourire-là, vous avez toujours ces petites astuces que vous nous apportez au quotidien pour justement prendre soin de sa santé, de son corps à moindre coût, voire même à zéro coût. Alors, nous allons vous revenir dans quelques instants pour que vous puissiez nous donner ces petits secrets dont peut faire usage monsieur ou madame à la maison pour venir à bout ou alors éviter carrément un cancer, soit du col de l'utérus ou celui du sein. Je vous reviens dans quelques instants, très chers auditeurs. Restauré par la nature.
Entrons dans les secrets de Dieu avec Dr Éric Hervé Sarfan pour connaître ses aliments peut-être ou alors ses attitudes à avoir pour justement prévenir Je vais commencer déjà par la curation. La curation. Oui, avant d'arriver dans la prévention d'ordre alimentaire ou des plantes que nous avons. Il y a cette pratique qui aujourd'hui, presque tout le monde aime ça, palper les seins, et dont le docteur prenait la peine tout à l'heure de dire comment est-ce qu'on doit le palper, oui, quand exactement. on est couché et tout le reste. Oui. Au moment où vous le palpez pour essayer de détecter s'il y a déjà des tumeurs visibles, s'il y a déjà des points d'anomalie, quand bien même vous avez constaté qu'il y a ces points, il y a une petite astuce qui permet d'empêcher l'accroissement de ces cellules malignes, surtout quand le cancer est déjà établi, diagnostiqué. Vous l'avez palpé, d'accord, vous avez constaté. Maintenant, au moment où vous le faites, que ça ne soit plus juste à titre préventif, une fois constaté, vous pouvez également continuer la palpation au point d'aider la patiente qui en souffre avec une plante qui aujourd'hui est reconnue. J'ai dit toujours que les astuces que je donne ici, ce n'est pas les méthodes de grand-mère, non. C'est des méthodes de grand-mère éprouvées par la science. Ça veut dire qu'on a vérifié à l'échelle internationale, on a vérifié sur le plan scientifique, on s'est rendu compte qu'il y a des effets clairs et démonstratifs. Il y a une huile qui est produite au Cameroun, qui est connue. Je vais citer ici un docteur qui le commercialise, et même chez nous à Révion le fait. L'huile du ricin. L'huile du ricin, aujourd'hui, il est prouvé que l'huile du ricin, au moment où vous palpez vos seins, pour ceux qui ont le cancer de sein, prenez la peine de palper le sein avec l'huile du ricin. Entre 5 et 15 minutes chaque jour, surtout le matin et le soir, avant de vous coucher. Et régulièrement, vous le faites pendant 90 jours régulièrement, vous pouvez empêcher la prolifération anormale de cette tumeur-là. D'accord. L'huile du ricin ne coûte pas cher. Ça coûte bien moins cher qu'une ablation, par exemple. Ok, mais ça c'est de manière externe. De manière interne, conseil pour ceux qui ont déjà le cancer ou alors pour ceux qui veulent éviter ce cancer, arrêtez les aliments qu'on va appeler multiplicateurs de cellules. Il y a des aliments qui multiplient les cellules. Et qui créent ce désordre urbain comme le docteur Difo l'a si bien montré en image tout à l'heure. Tout à fait. Arrêtez le lait. Vous devez arrêter le lait pour ceux qui ont déjà le cancer. Le lait en poudre, le lait... Okay. Peu importe, poudre, liquide, sucré, non sucré, arrêtez le lait d'origine animale. C'est un conseil que je donne vivement à ceux qui ont déjà la pathologie. Arrêtez la viande rouge. D'accord. Précisément. Ou alors, si vous ne pouvez pas l'arrêter d'un coup, diminuez au moins les portions. La consommation. Oui. Ce qui est conseillé, c'est 100 grammes pour 60 kg. Ça, c'est pour celui qui est normal. Pour celui qui souffre déjà, vous le réduisez à 50 grammes. Et vous espacez les jours, vous n'en prenez pas tous les jours. Et quand on sait aujourd'hui que le nombre de la quantité de consommation de viande aujourd'hui au Cameroun est en croissance et qu'à presque tous les rues, il y a un braisé, soya et bien le reste, c'est pas de bon augure pour ceux qui en souffrent déjà. Voilà les petits conseils que je pourrais donner de manière pratique. Parce avec l'huile de ricin, mais aussi dans vos plats, réduisez l'apport en protéines d'origine animale, peut vous éviter de voir une prolifération accélérée des masses tumorales. Voilà, c'était les conseils à avoir et à savoir avec Dr Éric Hervé Sarfan, nutrithérapeute. Nous continuons et là, ce sera pour sortir de ce programme. Je vous reviens vers vous. Dr Collins Difo, nous parlons des cancers du col de l'utérus et du cancer du sein. Il faut dire que ce sont des questions qui intéressent autant les hommes que les femmes. Est-ce qu'il y a une sorte d'accompagnement permanent qui se fait ou qui doit se faire soit à partir de la famille pour que les uns et les autres puissent prendre conscience de ce que ces mots-là sont chez chaque personne? Oui, je pense que c'est un problème de société et comme toutes les pathologies qui dans la chronique, les patients ou les patientes victimes de cancer sont souvent stigmatisés et rejetés. Ce qui crée une souffrance double parce que déjà, porter un cancer est déjà un fardeau très lourd à porter.
Et si en plus vous ne devez pas avoir l'accompagnement de votre conjoint ou d'autres familles, vous êtes condamné doublement. Mais on va plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, le médecin peut plus être dans la prévention que dans le traitement. C'est-à-dire que les familles doivent plus s'entraider dans la prévention. Je m'explique. C'est-à-dire, si au niveau de la famille déjà, que la grand-mère qui avait l'habitude de masser les seins arrête, elle a participé déjà à laisser tomber une mauvaise habitude qui participe, ou bien que la grande sœur se rassure que sa petite sœur ne porte pas des gaines parce qu'elle ne veut pas que ses seins poussent, ou qu'elle lui rappelle que tu ne dois pas dormir avec le soutien-gorge, tu ne dois pas porter tel type de soutien-gorge, tu ne dois pas avoir telle habitude alimentaire, etc. Ou bien que le conjoint, le mari, se rassure que sa femme a fait un dépistage d'un cancer du sein chaque année ou d'un cancer du col chaque année après 30 ans. Ça va participer à ce qu'on ait un recul assez considérable de la prévalence de ces cancers, parce que quand on vous dit qu'au Cameroun, on a quand même 18,5% de femmes qui font un cancer du sein, ou bien 11,9% qui font un cancer du col, c'est un peu difficile. On va même aller plus loin, parce que chez les hommes, il y a quand même 7,3% des hommes qui font un cancer de la prostate. Donc vous voyez qu'on a quand même une forte prévalence des cancers dans notre pays. Et le combat qu'on va mener, c'est plus dans la prévention, parce que on ne va pas se le cacher, la vie est assez dure, le traitement de ces cancers coûte assez cher. Du coup, généralement, les patients qui vont arriver au stade maladie, le pronostic n'est pas favorable, pas parce qu'on ne peut pas les prendre en charge, mais parce que les moyens généralement vont faire défaut. Ne sont pas réunis. C'est pour ça que nous axons plus pour la prévention, parce que c'est la meilleure porte de sortie pour tout le monde. Et les familles ont un rôle important à jouer dans la prévention, parce que c'est une affaire de tous. Et dans ce sens-là, il y a une campagne qui est lancée qui sera lancée dans quelques jours, vous nous disiez, en début de programme. Oui, à l'hôpital des districts de Japoma, justement, du 28 octobre au 2 novembre, toutes les spécialités seront disponibles. Cardiologue, néphrologue, gynécologue, obstétricien, pédiatre, odontostomatologue, néphro, ophtalmo, bref, toutes les spécialités seront disponibles et les consultations seront gratuites. Et à ça aussi, il y a une marche sportive permettez, qui sera organisée le 26 octobre, et puis le départ sera à l'hôpital des districts de Japoma à 6h du matin. J'invite la population, avec vous en chef de file, de nous rejoindre pour que nous puissions, au cours de cette marche sportive, échanger sur un certain nombre de facteurs avant le début de la campagne proprement dite, qui aura lieu du 28 octobre au 2 novembre sous l'impulsion du Dr Obam, qui est le directeur de l'hôpital du district de Japoma. Merci. Accompagné également de son excellent Albert Roger Mila. Merci. Qui a participé à la marche sportive. Donc, voilà. On encourage tout le monde à s'y joindre. Merci. Voilà. Merci, Dr Collins Difo, d'avoir accepté ce rendez-vous pour nous édifier en ce qui concerne les cancers du col de l'utérus et le cancer du sein. Vous êtes gynécologue obstétricien. Merci d'avoir accepté, comme je le disais, ce rendez-vous. Docteur Eric Sarfan, toujours un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé, Suzanne. À la prochaine production. Très bientôt. Portez-vous bien. Merci. À bientôt. Merci. Sentez-vous bien ou guérir grâce aux bienfaits de la nature. Tous les samedis, entre 9h et 10h, communiez avec les spécialistes des soins par les plantes, les aliments et la nature. La nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle possède le secret du bonheur et nul n'a su le lui ravir. Restez connectés sur ABK Radio 89.9 FM pour mieux vous approprier les secrets de la nature. Avec Sentez-vous bien, la nature se dévoile. Sentez-vous bien vous a été offert par Révi.